C'est quoi votre rapport à l'animé Yu-Gi-Oh? Personnellement, j'ai connu le premier animé Duel Monsters quand j'étais un gamin, comme beaucoup de gens. Yu-Gi-Oh commençait à l'arc Pegasus sur le royaume des duellistes et les duels s'enchaînaient de manière pas toujours cohérente. Et je prenais un plaisir dingue à voir les personnages jouer leur deck tout simplement. J'étais pas un spectateur très exigeant comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Récemment, je me suis refait tous les épisodes de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, et certaines situations me font quand même bien marrer quand je les regarde, maintenant que j'ai du recul avec mon point de vue d'adulte responsable et très mature. Hello tout le monde, c'est Paradis Knight, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va se replonger ensemble dans la nostalgie avec le premier animé Yu-Gi-Oh! Sorti du début des années 2000. En réalité, l'animé Yu-Gi-Oh! Il date d'un peu avant ça, hein. Le premier animé, la saison 0 comme tout le monde aime l'appeler, c'est sorti en 98, donc un peu avant ça. Mais pour les enfants européens comme vous et moi qui ont grandi avec Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pour nous c'était surtout l'arc Pegasus, dans lequel il y a des combats épiques, l'introduction de personnages emblématiques tels que My Valentine qui est clairement la GOAT de cet arc. Happy Lady Yamano Field Tekio Power Up Ou des personnages plus détestables, que ce soit Insectoragar, X-Raptor, Bonze et autres personnages très clichés. Car oui, hein, les clichés c'est pas ce qui manque avec certains. Je veux dire, regardez Bandy Case par exemple, c'est vraiment le gros, je suis américain, donc je suis blond, et j'ai le drapeau des États-Unis sur mon bandeau, et j'ai un blouson en cuir, parce que voilà, faut bien montrer que je suis américain, je suis un dur, vous voyez. Et américain oblige, évidemment, on le voit utiliser des armes à feu, et évidemment, il a un deck machine avec des gros guns. Bref, vous l'aurez compris, j'apprécie énormément ce personnage. Mais bon, c'est loin d'être le pire, on a aussi tous les passages où Kaiba est un salaud. Non vraiment, c'est juste un gros salaud. Il est insultant, méprisant même, n'accepte jamais la défaite, ne pense qu'à son frère, parce que son frère c'est la seule personne qu'il tolère dans sa petite sphère personnelle. Non vraiment, il est détestable. Pour ceux qui ont la mémoire courte, sa première apparition c'est littéralement lui qui n'a d'intérêt que pour les cartes rares. Ensuite il propose au grand-père de Yugi de lui acheter, ce dernier refuse, la carte ayant une valeur sentimentale pour lui, donc c'est compréhensible je veux dire. Et donc Kaiba suite à ça, non, il refuse de comprendre, il enrage tel l'enfant pourri gâté qu'il est, il quitte la boutique en boudant pour aller dans sa limousine de bourgeois là, tout en répétant bien que gna l'app des cartes ça existe pas, c'est vraiment n'importe quoi, gna. Mais ça encore, c'est gentil, c'est même pas le pire. Pile après ça, on apprend qu'en fait, Kaiba, il a déjà la carte en 3 exemplaires. Il veut juste la carte par pur ego. C'est complètement débile, gros, tu sais toi-même. Tu joues aux cartes toi-même, tu sais très bien que tu ne peux en avoir que 3 dans un deck. Donc pourquoi tu vas harceler et emmerder un vieux et piquer ta crise d'enfant, là, devant tout le monde pour avoir un 4ème exemplaire de la carte? Ça n'a aucun sens. Et donc oui, puisque ça ne convient pas à Madame la Princesse Kaiba, il va envoyer des gens armés, bien costauds, en costard, pour aller mettre un coup de pression à un petit vieux qui tient une petite boutique sympa de jeux de cartes. Je veux dire, c'est comme si vous alliez dans un McDonald's, vous demandiez une coupe de champagne, et que vous pétiez un câble et que vous rameniez toute votre famille pour aller péter le McDo. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. Ensuite, ce gosse de riche, il appelle Yugi, encore une fois pour mettre un coup de pression, décidément il adore faire ça. Yugi-kun. Kaiba-kun? Kimi no oji-san o azukatte iru. Uchi no biru made hikitori ni kite kurenai ka? Dou you koto? Kaiba-kun! Pour lui dire de venir chercher son grand-père, le pauvre il est en PLS astral, hein, il faut le comprendre, il a perdu contre des hologrammes, attendez. Hein. Bon après il se fait vieux, le pauvre, ça peut peut-être se comprendre. Kaiba déchire la carte parce que c'est juste un sale con. Genre vraiment, hein, je rappelle que tout ce qui se passe ici, c'est parce qu'il voulait la 4ème carte. Et là maintenant il la déchire en mode je n'en ai pas besoin, j'en ai déjà 3. Bah oui mais pourquoi du coup, pourquoi faire tout ça? Ça n'a pas de sens. Ensuite, vous connaissez la chanson, il va se faire exploser par Yugi et il va finir traumatisé comme s'il avait vécu les heures les plus sombres de notre histoire. Enfin calmos mec, c'est juste un duel quoi, en plus il y a même pas de public quoi. Mais les duels d'ailleurs je vais en parler, hein, mais tous les duels dans cet arc qui sont what the fuck. Je veux dire, les règles sont tellement pas claires. Les monstres n'ont pas le droit d'attaquer directement, ce qui n'a aucun sens. Je veux dire, comment tu gagnes? Les cartes magie et pièges n'ont aucune différence car tu peux jouer n'importe quel type de magie pendant le tour adverse. Les invocations sacrifices ne comptent pas, bon ça encore ça va, on le faisait tous dans la cour de récré quand on était petit.
Et tout au long de l'animé, j'avais envie de m'arracher les cheveux avec les déroulés de certains duels. Tenez, par exemple, on va revenir sur le duel Yugi Kaiba de ce premier épisode. Le premier tour il se passe normalement, je veux dire deux monstres normaux qui s'attaquent, tout ça. Ça va, normal je veux dire. Mais dès le deuxième tour, ça part déjà totalement en vrille. Je veux dire, Kaiba, il invoque Saji, le bouffon des ténèbres, une carte qui est devenue emblématique, on ne sait pas trop pourquoi. Il l'invoque en mode attaque, puis il active une carte qui n'existe pas, qui s'appelle le générateur des ténèbres, et j'aurais dû la sortir dans ma vidéo, celle-là, qui triple l'attaque d'un monstre ténèbres. Enfin, je veux dire, c'est tout. L'effet est à la fois débile et débilement fort en fait. Enfin, ça triple l'attaque d'un monstre ténèbres. Et j'ai regardé sur le wiki, il n'y a rien de plus comme condition. Je veux dire, Yugi il a un deck principalement de monstres ténèbres. Et il ne joue pas cette carte. Je veux dire, elle est en exemplaire unique la carte, il n'y a que Kaiba qui l'a. Parce que, enfin, je veux dire, Yugi met ça sur le magicien des ténèbres, le magicien des ténèbres il passe à 7500 d'attaque. Ensuite, c'est le truc un peu cliché, blabla mon grand-père, Yugi active les épées de lumière révélatrices, une carte aussi devenue emblématique, sauf qu'ici elle ne bloque que les monstres présents lors de son activation. Donc bah Kaiba invoque juste un juge qui peut attaquer du coup. Ah, c'est vraiment éclaté comme carte, enfin je veux dire c'est éclaté à l'heure actuelle, mais à l'époque, oh là là, c'était encore pire. Et le magicien des ténèbres d'ailleurs, parlons-en, il fait ici sa première apparition qui est toute pourrie en fait. Parce qu'il bat le juge, d'accord, mais après Kaiba il invoque son troisième dragon et il explose le magicien et bah voilà. Ensuite la suite vous la connaissez, Exodia, tout ça. Personnellement ce qui me fait rire c'est que Yugi dit à la fin du duel qu'il détruit une partie de l'âme sombre de Kaiba avec son pouvoir. Bah gros, je pense que tu devrais recommencer, hein, parce que Kaiba, pendant toute la saison, enfin voire même tout l'animé, ça reste un pourri gâté insupportable. Donc je suis pas certain que ça ait fonctionné, Yugi, tu devrais peut-être recommencer. Vraiment, je ne comprends pas l'amour pour Kaiba, je comprends l'amour de son image, de l'image emblématique qu'il a actuellement, mais je ne comprends pas que des enfants aient pu aimer Kaiba à cette période-là après avoir vu ça. Je veux dire, c'est juste un enfoiré, c'est juste une ordure. Enfin bon, après retour à l'école, Théa affronte Joey dans un duel épique où Hanzo utilise une vieille carte de merde qui détruit l'ogre de pierre et réduit les points de vie de Joey à 0. Non vraiment, cette mécanique de perdre des points de vie quand ton monstre est détruit, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. C'est ni écrit sur la carte, ni sur le monstre, et c'est toujours en fonction du scénario. Parfois ils perdent la totalité des points d'attaque du monstre, parfois plus. Parfois moins, parfois c'est la moitié. Enfin bref, c'est pas clair et c'est jamais expliqué. On sent vraiment qu'ils savaient pas trop où aller à l'époque, entre l'animé fun pour enfants ou le jeu de cartes avec ses vraies règles. Bref. Ensuite on arrive sur Insectoraga et Rex Raptor. On les voit à la télé jouer en championnat. Ils sont montrés comme étant vraiment forts puisque l'un devient champion forcément. C'est un titre qui a l'air prestigieux, puisque ça lui vaut même d'être remercié par Pegasus en personne. Et il a l'air content en plus, hein. Et l'autre est arrivé en finale du même championnat. Ce qui n'est pas rien quand même, je veux dire, si vous arrivez en finale d'un championnat, vous serez content. Je veux dire, il faut un certain niveau pour en arriver là, même si c'est un petit tournoi. Il faut quand même une connaissance du jeu, un certain niveau d'intelligence. Et pourtant, tout le long de l'arc et tous les suivants, ils sont juste débiles et servent surtout à faire progresser Yugi et Joey. Mais vous allez voir, on en reparlera plus tard, leur duel se déroule bien après ça encore. Et ensuite, on a le passage où Pegasus qui, pour faire une démonstration de son pouvoir, défie Yugi en remote duel. Oui, parce que c'est clairement du remote duel, hein, me faites pas croire autre chose. Hello, nice to meet you. Et en plus, il y a une règle de temps en plus, c'est dingue, enfin une règle qui existe dans la vraie vie, c'est dingue. Le premier tour de Yugi arrive, Pegasus nous fait le coup du « je savais que tu allais jouer cette carte ». Enfin ouais, oui d'accord, et... Enfin, je veux dire, moi aussi, hein, quand je vois un mec me sortir un Finn Smith Engraver, je sais quelle va être la suite de son combo, et est-ce que ça me fait gagner ? Non, pas du tout. Je veux dire, ce pouvoir est nul, hein, contrairement à ce que tout le monde pense. On a bien plus tard un pouvoir largement supérieur avec celui d'Ishizu dans la saison 2, car elle, au moins, elle peut prévoir le cours du duel bien avant qu'il ait lieu, et elle peut donc se préparer en avance pour couvrir tous les scénarios possibles. Ici, Pegasus ne peut que lire les cartes pendant le duel. Donc, passer cet effet waouh, on n'est plus si déstabilisé que ça normalement. Bref, Yugi annonce qu'il va invoquer une carte, Pegasus active la jarre de capture de dragon, sauf que Yugi n'a pas encore invoqué la carte.
Je veux dire, là il dit juste je vais invoquer, et là Pegasus l'interrompt, et la jarre capture son dragon, mais Yugi l'avait pas posé, enfin... comment ça marche? Puis il joue une autre carte, ce qui prouve bien qu'il n'avait donc pas joué son dragon auparavant, mais Pegasus l'interrompt et invoque son monstre. Alors que calme-toi, je veux dire, ok t'as créé le jeu, mais il y a des règles quand même, enfin c'est toujours le tour de Yugi là. Vous comprenez pourquoi je dis que ça n'a aucun sens? En plus c'est un effet flip la carte à la base, et ça capture pas les dragons du tout, ça les passe juste en mode attaque. Et la technique de Yugi à ce moment-là, tenez-vous bien, c'est de poser la carte du dessus de son deck sans la regarder. Alors ok bro, d'accord, mais déjà c'est interdit. Et en plus, tu fais comment si c'est un monstre que tu poses en zone magie piège, genre? Enfin, les pendules n'existaient pas à ce moment-là, donc ça passe pas, hein. Et quand bien même les pendules, ça se met pas face cachée, donc même ça marcherait pas en fait. Ensuite, bon, c'était pas voulu à l'époque, mais on a droit à un petit foreshadowing du type illusion. Hein, parce que pour l'anecdote, la carte elle existe aujourd'hui, mais à l'époque elle n'existait pas du tout. Elle est sortie 25 ans plus tard. Et je trouve ça fun à souligner, mine de rien. Tout comme son monstre, hein, d'ailleurs, l'illusionniste, il a eu droit à un retrain 25 ans après pour enfin devenir un monstre à effet. Personnellement, j'ai toujours adoré ce genre de retrain nostalgique. Ça réveille toujours cette petite fibre nostalgique en moi, et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'adore ça. Et je ne suis pas totalement aveugle face aux qualités de la première saison. Bon, Duel Monsters c'est pas ma partie préférée, mais j'ai quand même beaucoup d'affection pour elle et je reconnais que c'est la première, c'est un peu le pionnier. C'est elle qui a posé le premier pavé et ça a créé la belle route qu'est Yu-Gi-Oh par la suite. Regardez, dans Duel Monsters, on a plein de bonnes qualités que les saisons n'ont pas forcément. Par exemple, il y a le fait qu'on voit beaucoup les protagonistes construire leur deck, réfléchir aux cartes qu'ils mettent dedans, vont même carrément à la boutique de cartes pour en acheter. J'ai toujours trouvé ça super cool et ça a un peu tendance à disparaître par la suite, sauf dans de trop rares occasions malheureusement. Parce que par la suite, on peut dire ce qu'on veut, hein, j'adore Arc 5, j'adore Vrains, j'adore 5D, j'adore même GX, hein, c'est génial, mais on a l'impression que les protags, ils sont les seuls à avoir les cartes qu'ils ont, et on les voit jamais modifier leur deck. Bon, on voit un peu dans GX, et comme je vous ai dit dans de rares occasions dans d'autres parties, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais du coup, c'est dommage, on perd un peu ce côté jeu de cartes, je trouve. Enfin bon, c'était une petite vidéo détente, ça m'amuse beaucoup de déjà revoir les épisodes pour faire cette vidéo. Vous voyez, hein, je me lâche un peu plus, là on n'est pas dans les archétypes à adapter ou quoi que ce soit, je me permets d'être plus libre, d'être plus moi-même, et de rigoler un petit peu en écrivant la vidéo, et ça change, parce que l'écriture c'est pas forcément ce qui me passionne le plus quand on crée une vidéo. J'espère que ce genre de format ça vous plaît, ça vous amuse, ça vous divertit un petit peu, et si jamais ça vous plaît, faites-le moi savoir, partagez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous, et je continuerai à traiter la suite des épisodes si ça vous plaît vraiment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Paradis Knight, je me fais un plaisir de vous retrouver pour les prochaines vidéos, à plus!